Municipal 2020, votre choix. La date de fin de dépôt des listes approche. Ce sera cette fin de semaine. Et nous nous intéressons ce soir aux listes dites communautaires, fortes de leur succès aux dernières européennes. Elles sont nombreuses à vouloir gratter peut-être quelques voix. Pourtant, personne ne sait vraiment comment les définir. C'est une enquête Paris Plus, Florian Chevalet, Jean-Baptiste Graziani. Nous sommes à Aubervilliers, dans le quartier de la Maladrerie. D'origine algérienne, Linda est une militante associative depuis 10 ans. Pour elle, les listes communautaires existent. Sur certaines listes, je vois beaucoup de Maghrébins, par exemple. J'ai été moi-même approchée par plusieurs listes. Quand je leur ai dit que j'en soutenais une autre, on m'a tout simplement dit qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Ta place est avec nous. Je me suis interrogée sur le nous. Que veut dire nous? La liste qui l'a approchée, c'est celle de Sofiane Karoumi. Y a pas mal de sujets, Elle s'appelle l'Alternative citoyenne et se veut laïque et républicaine. Moi, le nous, je le comprends comme des citoyennes et des citoyens engagés. Et quelles que soient les personnes, et d'ailleurs les personnes viennent de tous les horizons d'Aubervilliers, c'est ce qui nous intéresse d'ailleurs. Un regroupement d'individus avec des intérêts communs. Pour certains élus, il y a un flou juridique sur lequel surfent ces listes. Il faudrait qu'on me donne la définition de ce que peut être une liste communautaire. Après, qu'il y ait des logiques d'affinité sur des critères autres que politiques, qui peuvent être culturels, voire ethniques, ça peut exister. Ce qui fait débat, ce sont les listes qui mettent en avant la religion. Créé en 2012, le parti de l'Union des démocrates musulmans français a fait un gros score en Ile-de-France aux dernières européennes, dépassant les 5% à Mantes-la-Jolie ou à Garges-les-Gonesse. Pour les municipales, il compte présenter plusieurs listes, comme à Clichy-la-Garenne, Paris, Boulogne-Billancourt ou encore Nanterre. Les partis et groupements politiques sont encadrés par le régime des associations. En se basant sur l'article L212-1 du Code de la sécurité intérieure, plusieurs élus dénoncent le côté communautaire et illégal de ce parti qu'ils considèrent religieux. Son fondateur prend le contre-pied et parle d'islamophobie. C'est une proposition d'abord qui ne s'adresse pas qu'aux musulmans. Au même titre qu'il y a un parti chrétien-démocrate qui est un parti d'opinion, il serait temps qu'un parti démocrate musulman puisse être perçu également comme un parti d'opinion. Pour les spécialistes, les listes communautaires, qu'elles soient religieuses ou non, naîtraient dans des zones où sévit la pauvreté. Ils ont une communauté commune, c'est de sortir les quartiers d'une précarité sociale, d'une multitude d'inégalités sociales et économiques, parce qu'ils y vivent. Néanmoins, ils minimisent leur impact électoral. Si leur score peut être élevé dans certaines communes franciliennes, c'est en raison d'un taux d'abstention très fort. Municipal 2020, le débat. Bonsoir Eric Berlingen, merci d'être avec nous, porte-parole de l'Union des démocrates musulmans français. Puis François Pupponi, bonsoir, ancien maire de Sarcelles, député de la 8e circonscription du Val d'Oise. Tout d'abord, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur une définition justement de ces listes communautaires? Est-ce que vous avez une définition à nous donner ce soir? Très franchement, non. Je crois que ça a été évoqué pendant le sujet et je pense que bon nombre de même d'élus ont du mal à donner une définition vraiment exacte des listes communautaires. Avant ça, juste permettez-moi, j'ai besoin juste de faire une petite mise au point car elle est très importante lors de votre matinale. C'est qu'il a été présenté parmi nos candidats Samy Debat, étiqueté UDMF, à notre grande surprise, car Samy Debat n'est absolument pas étiqueté UDMF, et donc voilà, on n'a pas compris ce qu'il est venu faire là. Samy Debat, nous n'avons aucun lien avec lui, donc la précision est importante puisqu'on l'a vu comme candidat UDMF, et sur un deuxième point, parce que c'est important de le rectifier, mais d'ailleurs c'est assez symptomatique de l'hystérie du débat par rapport aux faits musulmans, l'hystérie en France, où on a tendance à mettre tout dans un même panier. Vous avez eu un invité sur le plateau, Antoine Jardin, je crois, qui a dit que l'UDMF était en partenariat avec le CCIF. Donc là aussi, deuxième mensonge, pardon, deuxième aberration, je dirais, d'une part parce qu'on n'a aucun lien avec le CCIF, et d'autre part le CCIF, dans ses statuts, si ce monsieur avait été consulté, dans ses statuts est un organisme apolitique. Donc ça tombe bien que vous soyez là puisqu'on va pouvoir en discuter et pendant je vous remercie d'ailleurs pour l'invitation. Notre émission existe ce soir et ça tombe bien, on est plutôt ravis de vous avoir. Ça me permet effectivement de pouvoir le préciser en plateau, et merci. On aura l'occasion d'en parler avec plaisir. Voilà. François Pupponi, du coup, est-ce que vous avez une définition sur ces listes communautaires? Oui, une liste communautaire pour moi, c'est lorsque des personnes qui font issues de la même communauté se présentent en tant que telles, en disant voilà, nous sommes issus d'une communauté, religieuse ou pas,
Et nous nous présentons aux élections parce que nous considérons que notre communauté doit être prise en compte. Et moi, la première liste communautaire que j'ai connue à Sarcelles, c'était il y a plus de 20 ans, c'était une liste juive qui s'appelait la liste bleue. Il y avait 100% de membres de la communauté juive présents sur cette liste. Ils se revendiquaient en tant que tels. Est-ce que vous partagez ce constat? On va ensuite aller un peu plus loin finalement, mais une liste communautaire, ce sont des personnes qui ont envie de faire bouger les choses dans une élection locale ou nationale, mais qui se regroupent dans une même organisation parce que la religion, par exemple, est similaire à tous les membres? Oui, mais après, le fait de communauté, la France, on parle d'une communauté nationale au sein duquel, à l'intérieur, il y a différentes communautés. Les communautés, on en parle pour énormément de choses. On peut parler de communautés homosexuelles, de communautés sportives, de communautés. Donc, c'est pas le fait de la communauté qui pose problème. Aujourd'hui, c'est la frontière, on fait l'amalgame entre communauté et communautarisme. Donc, c'est deux choses différentes. Concernant l'UDMF, nous ne sommes... C'est pas le fait religieux qu'on met en avant. Nous sommes un parti d'opinion dont la valeur centrale est la citoyenneté. Et c'est cette citoyenneté qui a été mise à mal depuis plus d'une décennie concernant donc les citoyens français de confession musulmane, qui est mise à mal, qui est mise en doute même de cette citoyenneté, qui fait que nous portons le nom de musulmans au sein de notre parti, mais qui est, si vous le remarquez, encadré de démocrates musulmans français. Donc c'est très important. Donc nous, c'est vraiment sous l'aspect de la citoyenneté et non du religieux. La citoyenneté dans ce parti de l'Union des démocrates musulmans, donc français. Ça, je ne me permettrai pas de mettre en cause ce qui vient d'être dit. Je répète, mais sur les listes communautaires, voilà, est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur les définitions? Ce sont des membres d'une même communauté, qu'elle soit religieuse ou pas d'ailleurs, qui disent nous faisons partie de cette communauté et nous nous présentons aux élections en tant que telles. Ça existe, c'est pas nouveau. À toutes les élections municipales que j'ai connues depuis 1995, il y a toujours eu des listes qu'on peut appeler communautaires parce que des membres d'une même communauté se présentaient en tant que tels. Alors justement, un prochain scrutin, ce sont les élections municipales, ce sera en mars prochain. On rappelle peut-être les derniers résultats de l'Union des démocrates musulmans français aux dernières européennes. C'était l'an dernier, 0,13% des suffrages en France, 0,14 à Paris, 0,78 en Seine-Saint-Denis, 2,5 à Bobigny, 6,68 dans une commune de Seine-et-Marne et puis 6,77 à Mantes-la-Jolie. Qu'espérez-vous pour ces prochaines élections municipales? Est-ce que d'ailleurs vous avez présenté un grand nombre de listes autant que vous le souhaitiez? Alors pas autant qu'on le souhaitait, effectivement. Nous allons présenter des listes, oui. Elles vont être déposées dans la semaine. Donc on communiquera en temps et en heure, bien entendu, parce qu'on va attendre quand même la validation des listes avant de s'annoncer. Donc pas autant que l'on souhaitait effectivement, car on a aussi été sujet, je ne vais pas utiliser le terme victime parce qu'on nous parle de victimisation, mais sujet quand même à différentes attaques qui ont découragé certains. Des rumeurs ont circulé, des personnes ont abandonné, ont quitté le navire parce qu'ils ont eu peur tout simplement en portant son nom, ce qui est très dommageable. D'ailleurs, à ce sujet, nous avons été, victimes, oui, je vais utiliser ce terme, d'attaque et de diffamation. D'ailleurs, à ce sujet, ça peut être aussi un scoop pour vous sur le plateau, pour le coup. Mais nous avons mandaté notre avocat, Maître Chergui, pour porter plainte pour diffamation envers M. Xavier Bertrand, qui, pour ses propos tenus le 11 janvier sur France Télévisions, en prétendant que nous étions pour, les propos qu'il a tenus concernant que nous prônions l'inégalité entre les hommes et les femmes, que la femme était inférieure à l'homme, enfin des choses complètement aberrantes qui ne nous concernent pas. Et justement, quelles sont les peurs, selon vous, qui se cachent derrière cette dénonciation de listes communautaires? En fait, je pense qu'on se trompe un peu de débat. Il y a les listes communautaires toujours existé, des gens qui essaient de dire voilà, nous on veut exister en tant que tel. Et puis il y a un nouveau phénomène qui intervient maintenant, c'est l'apparition d'un islam politique. Donc c'est un problème différent. Et cet islam politique, c'est une réalité qui s'installe petit à petit dans notre pays, comme ailleurs dans notre pays, où des gens risquent de se présenter en disant voilà, nous représentons l'islam en tant que tel. Je ne dis pas que c'est votre cas, mais nous représentons l'islam en tant que tel, et nous voulons que les Français des confessions musulmanes soient mieux considérés, mieux respecté et mieux pris en compte, oui, et que l'islam soit mieux considéré. Donc il y a une revendication qui va être de plus en plus présente d'un fait religieux à prendre en compte.
qui peut s'entendre hein, politiquement. Pour l'instant, c'est complètement légal. Il n'y a aucune interdiction à ce phénomène-là, mais c'est un phénomène que l'on voit monter. 6,77% à Mantes-la-Jolie pour l'Union des démocrates musulmans français. C'est un sacré score finalement pour une liste. D'ailleurs, je crois que le plus gros score, c'était Garges-Gonesse de mémoire. Est-ce que ça peut être la surprise des prochaines élections locales selon vous? Est-ce qu'il faut prendre en compte ce score? Bien sûr, il faudra regarder ce score d'un certain nombre de ces listes. Ça sera un premier processus qui s'engagera, j'en suis convaincu, à l'occasion de ces élections municipales de 2020. On verra les scores en fonction d'un certain nombre de villes, mais il y a un processus qui est en train de se mettre en place et qui va se développer à l'avenir, je suis convaincu. Et donc il faudra observer les résultats de ces élections, mais ça sera un phénomène complètement nouveau que peu de personnes ont vu venir, mais qui sera un peu une des révélations de ces élections, j'en suis convaincu. Un phénomène nouveau. Certains politiques, notamment Xavier Bertrand, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, affirment que ces listes ne respectent pas la laïcité. Est-ce que vous avez des exemples, par exemple, des listes que vous allez présenter la semaine prochaine, hein, puisque la fermeture des listes en préfecture, c'est en fin de semaine. Est-ce que vous avez des exemples d'une liste, par exemple, où vous respecter entre guillemets la laïcité avec des profils très différents dans vos colistiers? Mais en fait, c'est amusant que soit soulevé. Alors, Monsieur Bertrand, bon, on le laisse, comment dire, responsable de ses propos. Hein, comme je vous l'ai dit, il est parti loin, je pense, sans nous connaître. Enfin, il y a deux cas de figure. Soit il nous connaît pas, il a parlé sans savoir, donc ce qui est un peu dommageable pour un élu. Soit il nous connaît et c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Donc après, la laïcité. Alors, on parle de quelle laïcité? On parle de la laïcité définie par nos élites ou la laïcité telle qu'elle devrait être? Parce qu'aujourd'hui, on est dans une laïcité qui s'apparente beaucoup plus à de l'athéisme. C'est-à-dire que la laïcité n'est pas un dogme anti-religieux. À un moment donné, il faut arrêter avec ça. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure en introduction, c'est qu'on est aujourd'hui depuis bien longtemps, on retire le sens des mots. Enfin, le sens des mots n'a plus de signification. Les mots sont travestis de leur sens. Voilà. Deux types de laïcité, c'est quelque chose que vous pouvez entendre. C'est le cas aujourd'hui. La laïcité, c'est la séparation de la sphère publique avec la sphère religieuse. Mais c'est aussi la nécessité pour la République de respecter la liberté absolue de conscience. Et que nul ne peut être discriminé en vertu de sa religion. Donc on protège les religions, mais on sépare le public et le religieux. Et ça, c'est la vraie définition de la laïcité. Effectivement, certains veulent faire croire que la laïcité, c'est le refus du religieux, ce qui est faux. Par contre, moi, je proposerai, je crois bientôt, quand il y aura un texte, je suis sûr qu'à un moment, il y aura un texte à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on impose aux fonctionnaires la neutralité, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire ne peut pas exprimer ses convictions religieuses lorsqu'il sert l'État ou une collectivité locale, il doit être neutre. Et je pense qu'il faut faire évoluer cette loi pour imposer la neutralité aux élus. Il faut que quand on se présente aux élections et qu'on veut représenter l'ensemble de la population, on doit être neutre. Parce qu'on voit bien comment certaines polémiques se développent, et c'est pas nouveau, avec des gens qui, sur les listes électorales, affichent leur fait religieux. Et je pense que la neutralité de l'État, qui est imposée par la laïcité, doit aller jusqu'aux élus. Ça permettrait d'éviter les polémiques et les fausses polémiques, parce qu'effectivement, ça fait monter en particulier une grande pression sur l'islamophobie en France. Moi, j'avais le cas contre moi aux élections législatives, j'avais une femme voilée qui était candidate et ça choquait les gens, qui était légal, bien sûr. Mais ça choquait les gens. Et donc, à un moment, je pense que les élus doivent être neutres et ne doivent pas afficher leur religion, ce qui n'exclut pas d'avoir des partis qui revendiquent une appartenance religieuse. Oui. Mais quand on est élu, on doit faire de la neutralité, on est élu de tout le monde et on ne doit pas afficher ses opinions religieuses. Est-ce que c'est un argument que vous pouvez entendre? Oui, je peux l'entendre dans le sens où la laïcité, en fait, c'est un espace de liberté. À partir du moment dans le respect des droits de l'individu, ça incombe, à ceux qui exercent, effectivement une mission, une mission du service public, mais aujourd'hui, on l'étend à la population. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sous couvert de laïcité, on veut effacer le fait religieux. Mais par contre, les élus, je pense que quand même. Mais par contre, on ne peut pas. Nous, notre combat, c'est de se battre contre l'essentialisation du musulman en France. On l'essentialise à sa seule dimension religieuse.
Et nous, justement, on est là pour apporter le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, comment dire, le vrai problème. Est-ce que la laïcité, c'est pas un paravent qui fait que alors, on va parler des listes communautaires. Quand on disait les listes communautaires, on les pointe comme communautaires, qui sont portées par des Français issus de l'immigration, qui ce n'est plus les générations qui sont arrivées en France dans les usines. C'est-à-dire, il y a un ascenseur social qui font maintenant partie des classes moyennes, et ces Français-là, portent aussi, des projets pour le pays. Aujourd'hui, quand ça se passe, on pointe du doigt en disant attention, ils sont là, c'est les communautaires, communautaristes, etc. Pourtant, il faudrait plutôt le voir comme une intégration politique et donc un succès. Nous, personnellement, je dirais, on est un espoir pour la démocratie. C'est quelque chose de très bien pour la démocratie, car c'est une intégration politique. Et si on veut se battre contre le communautarisme, comme la radicalisation et tous ces faits, s'il y a une expression politique qui prend en compte, et juste c'est une prise de considération tout un pan de la communauté nationale qui se trouve, qui est décrié, qui se trouve même accusé, même suspecté de ne pas être pour le pays, de ne pas être dans les valeurs de la République, c'est justement une opportunité pour éteindre tous ces feux de radicalisation. Là où ça peut poser problème, et où effectivement il y a beaucoup d'hystérie autour de tous ces sujets-là, y compris les collectifs. Mais là où ça peut poser problème, c'est lorsque certains membres d'une communauté, en particulier des jeunes issus de la diversité, on les appelle, on a même un problème à les définir, disent et font des campagnes électorales en disant, en allant voir des autres jeunes de la même communauté, votez pour moi parce qu'on est tous ensemble, on se ressemble, et donc tu veux voter pour moi parce que tu me ressembles et que je vais te défendre. Et qu'ensuite, elles mettent en cause la France dans la manière dont elle a soit ou pas stigmatisé, culpabilisé, ghettoisé telle ou telle communauté, là on est dans le communautarisme. On dit voilà, on se défend en tant que communauté et on revendique en tant que communauté. Je répète, c'est légal aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ça qui se passe. C'est qu'au lieu d'avoir un programme, alors attention, la plupart des listes, elles ont des programmes complètement neutres, mais on voit bien derrière que c'est la défense d'une partie d'une communauté locale avec une revendication vis-à-vis de la France et de la manière dont la France a traité cette communauté. Ça peut s'entendre, mais quelque part, il faut l'assumer, le dire. Oui, on est là pour défendre notre communauté qui a été maltraitée, on le dit comme tel, et donc, on sait très bien comment ça se passe. Les programmes sont parfaits, mais en dessous, on sait très bien, enfin moi je le vis ça depuis 30 ans à Sarcelles, on sait très bien comment les campagnes se font, et où elles se font. Bon. Et donc, il faut sortir des faux semblants. Oui, on n'a qu'à assumer, de dire, on représente... Moi, les premiers qui l'ont fait, c'est la communauté juive, qui a dit, écoutez, nous, on considère qu'on est maltraité, et donc on va se défendre en tant que juif. Bon, on reste entre clans finalement en termes de campagne électorale. La limite, la frontière est quand même très très fine, difficile de dire à la télévision on accepte tout le monde, alors qu'on sait que sur une campagne de terrain qui est 90% de la campagne finalement, il faut voter pour notre liste parce qu'on se ressemble les uns les autres. Non, nous on va aller au-delà de ça en fait. On a passé ce stade. On faut aller au-delà des faux semblants. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on est passé on va dire un step supérieur. C'est-à-dire on n'en est pas juste à la revendication qui renvoie à la victimisation, à dire attention, on prête pas attention à nous, on va faire quelque chose. Nous, notre parti, en fait, c'est aussi un message d'alerte. Notre message s'adresse à toute la communauté nationale. En fait, ce qui se passe depuis des décennies, et soit on s'en cache les yeux, soit on le voit et on le prend en compte, c'est que... On peut faire un parallèle avec les années les plus sombres de notre histoire. C'est-à-dire ce qui se passe avec le musulman, c'est ce qui a pu se passer avec nos compatriotes juifs, justement, il y a X années. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure... ça n'engage que vous, pour le coup. Oui, non, mais je l'assume totalement. On peut pas comparer la Shoah avec ce qui se passe actuellement en France. Non, mais attendez, avant, il y a une étape avant la Shoah. Oui, mais avec ce qui a préparé les années du nazisme... C'est ce qui a préparé les années du nazisme. Expliquez. Oui, j'explique. Pour éviter tout. Avant d'arriver à ce cas extrême, et ces choses terribles qui sont arrivées, c'est qu'il y a eu une communauté qui a été pointée du doigt comme étant responsable de tous les maux de la société, etc. Et c'est ce qui est en train de se passer avec le fait musulman depuis quelque temps. Et si vous regardez bien, aussi parallèlement à ça, c'est toutes les idées de l'extrême droite qui sont en train de monter, qui se nourrissent, et en Europe et pas qu'en France. Est-ce que c'est la bonne réponse finalement, selon vous, face à Marine Le Pen, par exemple ? Oui, c'est la bonne réponse, parce qu'on voit bien ce qu'a pu... Les partis traditionnels, de droite comme de gauche, ont tenté de doubler Marine Le Pen par la droite. Aujourd'hui, on a bien vu ce que ça donne. Mais moi là-dessus, que la France ait un problème avec son islam, c'est une réalité. La France ne veut pas aborder le sujet de l'islam en France.
Et quelque part, la communauté musulmane revendique à juste titre un certain nombre de choses, et la France n'arrive pas à y répondre. Et moi, je suis de ceux qui disent il faut que le président de la République parle. C'est même pas que ça n'a pas été abordé, pardonnez-moi, c'est que le musulman a été un enjeu électoral pendant des décennies, a été au centre des débats politiques. Non. Depuis... Comment ça, non? Non. Je pense que la France ne veut pas aborder le problème de l'islam en France. Elle le fait très mal. Et moi, je pense qu'il faut trouver des solutions. Nos élus ont placé le musulman à chaque débat, à chaque élection, depuis mais sans apporter de réponse. Antenne centrale, sans apporter de réponse, mais en le posant comme problème. Oui, et justement. Ce qu'il y a d'ailleurs, il faut que la France apporte des réponses. On se trouve dans un climat sociétal qui est délétère, avec des tensions justement entre communautés. Et ce clivage, quand on nous parle de communautarisme, c'est encore une fois pointer ceux du bas qui s'organiserait pour faire du communautarisme. Mais qui a c'est vrai qu'on a du mal à parler de l'islam. On mélange l'islam avec l'islam radical. On mélange l'islam radical avec la radicalisation et le djihadisme. On mélange tout. Parce qu'on ne veut pas, dans notre pays, aborder avec raison ce problème qui est un problème particulier. Et qui est quelle place on donne aux musulmans de France. Donc n'est-il pas du devoir de nos élus d'apaiser le débat? Je pense qu'il est du devoir du président de la République. Mais pas que. Oui, quand on voit... C'est sa responsabilité. C'est un problème national. Comment dire, à partir du moment où on essentialise ça, on essentialise le fait du musulman, que les amalgames sont entretenus, qu'il y a un discours assumé, on a quand même des personnes qui ont toujours accès à des plateaux télé, qui ont été condamnés par la justice. Je prends exemple monsieur Éric Zemmour, qui de façon assumée déverse la haine, et aujourd'hui ça ne choque personne. Éric Berlinguien, merci beaucoup pour ces détails, d'avoir été sur notre plateau. Malheureusement, le temps est suffisamment long pour qu'on puisse en discuter, mais pas suffisamment pour finalement vous mettre d'accord sur certaines... C'est un dossier qui ne fait que commencer. Porte-parole de l'Union des démocrates musulmans français. Combien de listes en Ile-de-France pour la prochaine municipale? Écoutez, pour le moment, et au niveau de l'Île-de-France, on va en déposer certainement 4 listes. Voilà. Mais pour le moment, on attend quand même la validation. François Pupponi, merci beaucoup d'avoir été avec nous, ancien maire de Sarcelles, député de la 8e circonscription du Val d'Oise. 18h52, vous regardez BFM Paris, on revient dans quelques instants. À tout de suite.